est grand, le Capi. Ah, on les voit là-bas? Tu les vois en face? Ouais. Première question de Jean-François Fournel. Il faudrait que la réalisation fasse quelque chose parce que tous les micros ont été ouverts. Donc, première question pour Jean-François Fournel, s'il vous plaît, de la Croix. Question de Jérémy Talbot de l'AFP. Oui, bonjour Didier, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, très bien. Super. Jusqu'à présent, vos entraînements ont eu lieu en fin d'après-midi, les 3 matchs depuis ceux de la préparation en fin de journée, en soirée. Là, vous basculez sur un match à 15h sous des hautes températures. Comment vous avez anticipé ce changement-là? Ben, s'adaptant à cet horaire-là, ce qui a été le cas dès le lendemain du match en Allemagne. On est passé à des entraînements à 15h pour se caler évidemment à l'horaire du match. Et évidemment, ça amène des modifications dans la planification de la journée. Quand on a la journée, quand on joue à 21h par exemple, donc que ça soit l'heure du déjeuner. Et puis aussi, ce qui est très important, c'est pour les joueurs avoir des heures de sommeil, comme c'est toujours un peu... je ne vais pas dire la bataille, mais voilà, c'est une génération qui a tendance à se coucher un peu tard, de faire en sorte de bien réguler ça, parce que il y a pas, quand on joue le soir, il y a toujours l'après-midi, la sieste qui peut être un peu récupératrice. Donc évidemment, je vous le répète, depuis le match à Munich, dès le lendemain, on a fait en sorte de se caler et d'habituer le corps et la tête à ce qui va nous attendre demain. Question de Maël Moisan du Télégramme. Bonjour Didier. Bonjour. Une question sur Antoine Griezmann. Est-ce que de par son positionnement sur le terrain, est-ce que c'est lui le premier leader technique de l'équipe? Et qu'est-ce qu'il a de différent des autres attaquants? Le premier, il fait partie des leaders techniques, qui est capable, de par sa maîtrise, ses déplacements, les buts qu'il peut marquer, les passes décisives. Après, c'est un joueur offensif, créatif, bien évidemment. Il a cette faculté qui lui est propre depuis le départ, d'un don de soi qui est remarquable. Évidemment, il fait beaucoup d'efforts défensifs, même si des fois, il en fait un peu trop avec son club aussi, les clubs où il a été. Je ne veux pas citer que le Barça, l'Atlético aussi, mais il a ça en lui. Donc, je ne vais pas lui enlever cette nature-là qu'il a. C'est naturel pour lui et c'est aussi important pour l'équilibre, pour le collectif. Et puis, ça ne l'empêche pas, malgré tout, d'avoir ce gros volume de jeu et de garder son influence et son efficacité dans le domaine offensif. Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest. Bonjour Didier. Bonjour. Lucas Hernandez avait eu quelques petites douleurs pendant la préparation. Benjamin a pris son coup contre l'Allemagne. Est-ce que vous pouvez tenter de tourner un peu sur les latéraux pour amener de la fraîcheur contre une équipe qui devrait vous laisser le ballon? Comment je vais vous répondre? Je confirme que Lucas a eu un petit souci pendant la préparation qui a été très bien réglé par le staff médical et ça ne l'a pas gêné pour faire une très belle prestation contre l'Allemagne. Benjamin a eu ce choc, mais sans conséquence ni sur le moment ni après. Donc voilà, il n'y a pas de souci sur la disponibilité et la fraîcheur de ces joueurs, quoi. Sébastien Nieto du Parisien. Oui, bonjour. Bonjour Didier, vous m'entendez? Oui. Griezmann va débuter, va jouer un match pour la 50e fois de suite avec vous.
Qu'est-ce que ça veut dire du joueur et qu'est-ce que ça veut dire de sa position dans votre tête quand vous faites le tableau noir, hein, quand vous annoncez le 11 à vos joueurs? Merci. Déjà, il avait battu un record. C'est vrai que au-delà du fait qu'il enchaîne les matchs, c'est voilà, heureusement pour lui, malgré toute son activité, son volume de jeu. Il a plus 20 ans, mais il est là, il prend très soin de lui, c'est un grand professionnel, donc forcément ce qu'il a été épargné par les blessures, même s'il a eu un petit souci après le dernier match amical, mais c'était qu'un coup, donc il n'y a qu'à regarder ses statistiques pour voir l'influence qu'il a en équipe de France à travers ses buts et ses passes décisives. Et quand on y rajoute en plus cette capacité qu'il a dans le volume de jeu et à donner un bon coup de main quand on n'a pas le ballon, il fait partie des tout meilleurs joueurs au niveau européen et mondial. Damien Degord de l'équipe. Bonjour Didier. Bonjour. Vous êtes très performant depuis plusieurs mois maintenant sur les coups de pied arrêtés défensifs. Sur les coups de pied arrêtés offensifs, il y a aussi de la qualité, mais un peu moins d'efficacité. Est-ce que c'est un aspect du jeu sur lequel vous devez encore progresser avec l'équipe de France? On ne va pas trop parler des trucs qui marchent parce qu'en général, le match d'après, on se fait rappeler à l'ordre. Évidemment qu'on y passe du temps. Avec certaines modifications, les joueurs, ça vient, on fait des répétitions sur le positionnement qui peut être différent par rapport à des corners, des coups francs latéraux, des coups francs plus loin. La phase offensive, bien évidemment aussi, où on amène des modifications de par le positionnement, dans quelle option l'équipe joue en face, c'est fait de la zone, c'est fait du marquage, en y amenant de la régularité. Après, c'est évidemment, les adversaires font la même chose pour nous, donc ça nous amène à avoir différentes options, mais sur la phase offensive, il y a la qualité de pied, bien évidemment, de celui qui frappe, et puis la qualité du jeu de tête, on l'a, c'est des phases importantes, surtout dans le football d'aujourd'hui, et on va tomber demain face à une équipe qui utilisent bien ça, tout ce qui est coup de pied arrêté, ils savent que c'est des opportunités pour eux, donc à nous de continuer d'être performants. Et évidemment, on l'a été, après c'est des périodes, on peut l'être, qu'on le soit en continu et le plus longtemps possible défensivement, c'est une très bonne chose. Offensivement, ça dépend aussi par rapport à ce que nous propose l'adversaire. Il y a certaines équipes qui ont du répondant athlétique avec... on l'a eu notre dernier match amical contre la Bulgarie, quand vous avez 6-7 joueurs qui culminent aux alentours d'1,90 m ou plus, il faut avoir du répondant. Mais bon, j'ai le privilège d'avoir aussi quand même dans mon équipe du répondant dans ce domaine-là, quoi. Jean-François Pérez d'Europe 1. Bonjour Didier. Bonjour. Deux petites questions autour du contexte de ce match. Est-ce que c'est facile pour vous et pour l'équipe d'arriver à faire abstraction du contexte politique, puisque les relations entre la Hongrie et l'Europe ne sont pas forcément au beau fixe en ce moment, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour eux, c'est davantage, en tout cas, qu'un match de foot. Et la deuxième question autour de ça, le fait qu'il y ait 65 000 personnes et que le stade soit plein demain, est-ce que c'est forcément une bonne nouvelle? Merci. Écoutez, sincèrement, quand on fait du sport, on ne fait pas de politique. Après que... il y a une récupération, je pense que laissons le sport à sa place. C'est un match de foot demain, donc, et les joueurs hongrois ne vont pas être animés par ces intentions-là, et pas plus que nous. Donc voilà, c'est une confrontation entre deux équipes de football et ça se joue sur 90 minutes. Tout le reste, c'est pas de notre ressort et ça même pas... ça n'existe même pas dans notre esprit, parce que quand on fait du sport, on est là pour autre chose, quoi. Évidemment que l'appui du stade plein et du public est quelque chose d'important et un avantage pour cette équipe hongroise. Ça les a bien aidés sur le premier match contre le Portugal, parce qu'il ne faut pas oublier que jusqu'à la 80e minute, ils faisaient match nul. Ils ont même ouvert le score, qui a été le but annulé
logiquement pour un hors-jeu. Ils prennent un premier but malheureux parce que c'est une frappe de Guerreiro contrée. Après, il y en a eu 2 autres derrière, mais c'est une équipe très combative, généreuse, très bien organisée. Je pense que la présence d'un sélectionneur italien y est pour beaucoup. Et puis, elle est chez elle. Donc, je m'attends à avoir le même répondant qu'ils ont eu face aux Portugais. Et on va terminer avec Antoine Maignan de l'AFP. Oui, bonjour Didier. Ce match, donc il est à la fois très important parce que c'est le match qui peut vous qualifier. D'un autre côté, derrière, il y a énormément d'adversité. Le Portugal, le tour final peut-être. Et du coup, la question c'est est-ce que vous pouvez vous permettre de reposer certains cadres? Comment vous arbitrez ces 2 aspects-là? Demandez-moi quelle équipe je vais aligner demain, c'est peut-être plus simple. Mais écoutez, le premier match, et ça a été toujours le cas, et je l'ai dit avant le match de l'Allemagne, comme je l'ai dit depuis la première compétition, c'est-à-dire au Brésil en 2014. Le premier match de poule, il est important, mais il n'est jamais décisif. Mais là, il est important, encore plus, il était de par la configuration de notre groupe. Donc l'avantage d'avoir cette victoire au premier match peut nous permettre en allant chercher le même résultat, d'être qualifié après 2 matchs. Il y a certaines équipes qui sont dans ce cas-là aujourd'hui. Nous, on a cette possibilité-là, et qui est un premier objectif. Mais il y aura un 3e match aussi. Évidemment, je fais tout pour que le scénario de demain soit positif. Je me pose... J'ai des réflexions step by step, par étape. Pardon, je ne vais pas me mettre à parler anglais parce que je parle très mal. Ce qui n'empêche pas, par rapport à ce que vous avez dit, ce n'est pas sur des critères. Je ne prépare pas le 2e match en passant au 3e. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le 2e. Par rapport au premier, après, je vais vous répondre, je vais vous faire plaisir. Il peut avoir la même équipe, il peut avoir quelques changements. Voilà, vous le saurez demain. Et vous pouvez assister au premier quart d'heure de l'entraînement qui commencera à 14h30. Merci. À tout à l'heure.